Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons nos résumés absurdes en bonhomme bâton. Et histoire de faire les choses dans le bon sens, nous allons poursuivre la trilogie du Peuple de l'air avec le tome 2 cette fois-ci, et ce tome 2 porte comme titre Le Roi Maléfique. Putain, ça commence. En guise de bref rappel, le tome 1 de la trilogie, Le Prince Cruel, s'achevait avec Jude qui parvient à tromper le prince Cardan, son némésis qui est tout de même beaucoup moins pire que beaucoup des autres options, et à le mettre sous serment. Il devra lui obéir au doigt et à l'œil pendant 1 an et 1 jour très exactement. Elle utilise ensuite presque immédiatement ce serment pour le forcer sur le trône, afin d'empêcher que son père, Madoc, n'utilise Hawk, son frère adoptif, ou le prince Balécouille pour s'abroger tout le pouvoir de Thérafé. Assez furax parce qu'elle l'a plus ou moins emprisonné à la cour alors qu'il déteste cet endroit, l'a utilisé du début à la fin et lui a menti encore et encore malgré les promesses qu'elle lui avait faites, Cardan promet à Jude d'être aussi inutile que possible et qu'un jour il lui fera un cadeau similaire avant de la nommer sénéchale, lui intimant donc de faire tout le boulot de gouvernance à sa place. Et bien le tome 2 commence 5 mois plus tard et nous montre que comme tout bon fait qui se respecte, il a tenu sa promesse. Depuis 5 mois, Cardan fait la fête et fait preuve d'indolence et de décadence, tandis que Jude court partout et dirige le royaume dans les coulisses. Notamment en faisant bon usage de la cour des ombres de Dane, dont elle est maintenant la chef. Elle fait d'ailleurs, soyons honnêtes, un travail plutôt pas mal grâce à son réseau d'espions. Néanmoins, là où elle pêche très probablement, c'est qu'elle ne dit rien à Cardan. Et quand je dis rien, elle ne lui parle pas de ce qu'elle fait quand elle dirige, mais elle lui cache également des trucs qui le concernent directement. Comme le fait que Balécouille, son frère emprisonné, n'arrête pas de lui envoyer des lettres qu'elle intercepte et ne lui mentionne jamais. Donc en gros, au début de ce bouquin, on peut dire que chaque matin, Jude se lève et choisit la violence, tandis que Cardan se lève et choisit le vin qu'il boira ce soir. En tout cas, niveau plot, la couverture nous vend assez vite le conflit principal. Voilà, admirez. Oui, ça aura un lien avec la mère. La mère de Nicasia, Regina George, souvenez-vous, la reine des fonds marins, est en contact avec Balécouille malgré l'emprisonnement de celui-ci, et Jude suspecte qu'ils sont en train de s'organiser pour déclarer la guerre à Thérafé. Et en temps normal, ce serait peine perdue, parce que figurez-vous que la nature est entièrement liée au roi des fées. Et par ça, je veux dire que celui-ci la contrôle entièrement, qu'elle s'acclimate ses désirs et besoins, que là où tombe son sang, des plantes poussent, et j'en passe. Mais le souci, c'est que notre roi des fées actuel a été couronné suite à des circonstances particulières. Et que ce n'est pas vraiment lui qui dirige dans les faits. Le problème est donc là. Cardan ne se considère pas comme le roi des fées. Il se voit comme le pantin de Jude puisqu'elle le contrôle. Ou possiblement comme un de ses espions. Ce qui veut dire que même s'il est lié à la Terre, il ne la contrôle pas. Ce qui veut dire que là, personne ne contrôle cette Terre. Et donc que Thérafé est incroyablement affaibli et que les fonds marins pourraient très aisément en prendre le contrôle en cas de guerre. Dans une situation plus normale, la réaction logique aurait très probablement été que Jude mette fin au serment de Cardan. Mais on a plusieurs petits problèmes. Tout d'abord, Jude a un sacré kink du pouvoir, soyons honnêtes. Mais aussi et surtout, après ce qu'elle lui a fait, elle n'a pas confiance en lui du tout, parce qu'elle sait qu'il aurait de bonnes raisons de vouloir se venger d'elle. Ce qui signifie qu'elle va tâcher de régler ce problème à sa manière, donc avec de la violence et des meurtres. Tout en ne mentionnant absolument pas le problème à Cardan, bien sûr. Vous commencez à voir un motif ? D'ailleurs, en parlant de Cardan, il fait pas mal de petits trucs dans ce tome qui sous-entendent assez fortement qu'il est en train de travailler sur lui-même et faire face au traumatisme que sa backstory tragique lui a causé. Mais comme Jude est assez obnubilé par toutes ces histoires de politique et de guerre qui se profilent, ce qui se comprend, ça reste très en fond. Mais bon, je ne vous résume rien dans l'ordre là, parce que j'ai un peu oublié le fil rouge principal de la première moitié de ce tome 2. À savoir que Tarin va se marier avec Enflure numéro 2, et qu'il y a des tas de préparations par rapport à ça. Aussi, assez tôt, nous rencontrons Grimsen, le forgeron qui a fait la fameuse couronne maudite du roi des fées. Vous savez, le truc qui ne peut se transmettre que de membres de la lignée Grinbriard à membres de la lignée Grinbriard, ce truc. D'ailleurs, elle tue aussi quiconque tue celui qui la porte. C'est pour ça que Balécouille avait besoin d'attendre le couronnement pour son coup d'état. S'il avait tué son père quand celui-ci était encore roi, ça l'aurait buté aussi. Mais enfin bref, Grimsen revient à la cour en quête de gloire et on l'appellera raclure de bidet. Je n'aime pas Grimsen. Du tout. Un soir, Cardan se fait tirer dessus, même si, par chance, il n'est que légèrement blessé. Jude pourchasse l'assassin, dites ça 5 fois très rapidement. Et elle découvre que c'est Nicasia. Qui en fait ne visait pas Cardan, mais la fille avec qui il était par pure jalousie. Comme quoi, on a ici quelqu'un qui a besoin de prendre des cours chez Katniss. Néanmoins, ce petit fiasco fait qu'on va changer son surnom à elle aussi. Désormais, elle s'appellera Yandere. Au fait, Jude ne dit pas à Cardan que c'est Nicasia qui lui a tiré dessus. En fait, elle ne le dit à personne et laisse la cour présumer qu'il est du genre à tirer sur ses amantes. Ça donne un aperçu assez perturbant du genre de choses qui doit être à la base de son horrible réputation
Et c'est assez malaisant, mais c'est clairement l'intention. Retournons au plot pour déprimer un peu moins. En rendant visite à Balécouille en prison, Jude se met à échanger des infos avec la mère de Cardan qui est, à la surprise de personne, une bonne grosse connasse, comme la grande majorité des personnages de cette histoire. Et elle n'en parle pas à Cardan non plus. Mais c'est la première fois qu'elle montre un peu de remords à ce sujet. Mais bon, de toute façon, ces cachotteries sont mises à jour lors d'une terrible fête organisée par Locke, et dont le but semblait clairement d'humilier Cardan et Jude. Pourquoi sont-elles mises à jour? Mais parce que des émissaires des fonds marins se pointent en plein milieu de la fête pour menacer Terrafé et son roi. Ce qui fait que celui-ci comprend instantanément certaines des choses que Jude lui cache. Et vous savez, il a peut-être dit à Jude qu'ils sont tamponnés la nouille avec une raquette de diriger, mais il n'empêche que ça reste son royaume, ses terres et ses sujets, et qu'il est un chouïa furax qu'elle lui ait caché quelque chose d'aussi important, ce qui est compréhensible. Perturbée comme elle l'est par la soirée et la façon dont ses plans ont été chamboulés, Jude met un temps à se rendre compte qu'à l'arrivée des émissaires, c'est lui qui a donné les ordres et rétabli l'ordre, et qu'il l'a fait avec tant d'autorité et de charisme que même elle a obéi sans réfléchir. Jude sent son pouvoir glisser entre ses doigts. Jude n'aime pas sentir son pouvoir glisser entre ses doigts. Jude doit reprendre le contrôle. Mais malheureusement pour elle, elle ne pourra pas faire ça sans en perdre un peu plus d'abord. Elle décide donc d'utiliser les infos qu'elle fournit à Asha, la maman connasse, pour organiser une rencontre entre Cardan et Balécouille. Une fois de plus, Cardan n'étant pas con, lorsqu'il reçoit le message, il comprend extrêmement vite que ce n'est pas le premier et que c'est juste que cette fois, Jude a daigné le laisser être mis au courant. Il la confronte, elle lui révèle certaines des choses qu'elle lui cache, puis il lui demande d'aller séduire Nicasia. Parce qu'elle pense que celle-ci a des infos sur ce que sa mère a l'intention de faire et qu'elle pense que comme ça, il obtiendra des informations de sa part. Récapitulons la situation s'il vous plaît. Cardan vient d'apprendre que la fille qu'il est forcé de servir parce qu'elle l'a piégé lui a caché énormément de choses qui le concernent directement pendant des mois, et celle-ci, après avoir admis l'avoir en effet trompé sur bien des sujets, lui demande aussi sec d'aller séduire son ex. Ex avec qui il l'a cassé parce que Locke, le fiancé de la sœur de la dite fille, s'est amusé à ruiner leur couple. Tous les deux, Jude et Cardan je veux dire, savent que Nicasia aime toujours Cardan, et en plus de ça, Cardan a déjà montré à plusieurs reprises que pour tous ses défauts, il n'est pas du genre à jouer avec les sentiments des gens. Forcément, avec une telle tension entre nos personnages, toute la douleur qu'ils se sont infligés l'un l'autre et la simple cruauté de la requête de Jude, nos personnages finissent cette entrevue de manière originale. Parlez-moi de cette mortelle, celle qui vous obsède un peu. Obsède, c'est vite dit. Vous avez signé votre demande de rendez-vous avec le nom Cardan Duarte. Oui, enfin bon, on parle quand même de la fille qui m'a trahi, menti, et forcé sur un trône que je ne voulais pas, juste pour que je le garde bien au chaud pour son petit frère à l'avenir, m'a piégé de façon à ce que je sois forcé de lui obéir pendant 1 an, puis qui a certainement l'intention de toute façon de se débarrasser de moi quand son frère sera en âge de gouverner. Oui, c'est bien d'elle que je parle. Eh bien, j'ai découvert qu'elle me cachait des choses, qu'elle empêchait mon frère de me contacter, qu'on est à 2 doigts d'une guerre et elle n'avait jamais jugé bon de me le mentionner, puis ensuite elle m'a dit d'aller séduire mon ex pour obtenir des informations. Ex qui, pour information, m'a tiré dessus il y a quelques jours, quelque chose qu'elle savait mais a choisi de ne pas me dire non plus, préférant laisser la cour entière penser que je suis le genre de personne qui tire sur ses amantes. Oh, et qu'avez-vous fait ensuite? On a baisé. Je vous demande pardon? Enfin, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais on a bien avancé dans les préliminaires, quoi. Et je peux savoir comment c'est arrivé? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai abandonné l'idée de comprendre l'effet qu'elle a sur moi. Je te dis qu'elle a seulement fait ça pour se débarrasser de cette distraction qu'elle avait parce que bon, je l'ai pas trop mentionné, mais ouais, elle est très attirée par lui, et ça la fait chier, exactement comme ça le fait chier d'être attiré par elle. Des bases merveilleuses pour un bon couple. Bon, je troll un peu, hein. Lorsqu'ils coopèrent, comme durant certaines des phases du plan du tome 1 que je n'ai pas mentionné parce que c'est un résumé, ils s'accordent bien, ils ont une profonde alchimie et se comprennent, et honnêtement, s'ils faisaient tous les deux des efforts, on voit déjà que ça a le potentiel de marcher. Sauf que Jude est moyen disposé à faire des efforts et un peu trop parano pour oser abandonner une seule goutte du pouvoir qu'elle a sur Cardan, donc de base, cette relation à sens unique où elle a tout le pouvoir et lui aucun, et où il lui fait confiance mais ne le lui rend pas bien, ne peut pas marcher. Mais bref, repartons sur le scénario, ou plus exactement sur le fameux mariage de Taryn avec notre sombre enflure. La veille du dit mariage, Jude se fait attaquer et elle se rend compte pendant le mariage que c'est lui, Locke, ce petit bâtard, qui est celui qui l'a attaqué. Oh aussi, j'ai totalement zappé toute la relation de Vivienne qui est en couple avec une humaine du nom de Heather, parce que c'est un peu un biplot. Vous savez, un scénar secondaire qui ne joue qu'un rôle très mineur dans le scénario principal, mais on va juste dire que pendant le mariage, Heather subit des trucs pas ouf et que ça blesse pas mal leur relation et c'est triste parce qu'on aime bien Heather. Elle est très peu présente et importante parce que c'est de très loin le personnage le plus gentil et sympathique de cette histoire. Et au milieu de tout ça, Jude apprend qu'il se passe quelque chose du côté de Balécouille. Elle quitte donc le mariage pour se rendre à la prison où il est enfermé. Mais là-bas, elle est trahie par... le fantôme. Oh, il n'a que moyen le temps de s'expliquer car elle se fait entraîner aussi sec dans les fonds marins. Donc vous savez, le royaume de Nicasia et de sa maman. Qui se dépêche d'enchanter Jude pour obtenir toutes les réponses qu'elles veulent d'elle.
Sauf que vous vous souvenez quand dans le tome 1, Dane avait enchanté Jude pour qu'elle ne puisse justement plus être enchantée par qui que ce soit d'autre que lui? Ouais bah malgré sa mort, ça a tenu le choc. Jude ne peut donc pas être enchantée. Jude se rend bien vite compte à quel point elle sera en danger s'il se rend compte qu'elle ne peut pas être manipulée, et donc elle joue totalement le jeu. Mais le souci, c'est qu'en soi, l'enchantement aurait rendu ses conditions de vie plus vivables. Parce que n'étant pas enchantée, Jude est consciente à chaque instant qu'on lui donne de la nourriture pourrie, qu'elle dort sur le sol, et j'en passe. Le temps qu'elle passe prisonnière dans les fonds marins est donc parfaitement insupportable. Oh, si Balécouille est là, et lui aussi est insupportable. Comme d'habitude, ceci dit. Mais enfin, après 1 ou 2 mois, Cardan arrive enfin à négocier pour qu'elle soit relâchée, même si ce faisant, il fout certains de ses vassaux dans la merde et que ceux-ci lui en veulent de manière compréhensible. On récapitule. Il a tellement sacrifié pour s'assurer que la fille qu'il a manipulée et trahie et peut lui donner des ordres qu'il est forcé d'obéir soit relâchée, qu'il a affaibli son pouvoir et pris le risque de retourner ses vassaux contre lui. Cela signifie également que depuis l'enfermement de Jude, c'était lui qui avait tout le pouvoir sur Terrafé et qu'il s'est démené pour faire revenir la personne qui a tendance à lui retirer ce pouvoir. Jude arrive malgré tout à toujours être persuadée qu'il la déteste. Autant elle peut être très intelligente sur certains trucs, autant émotionnellement, il lui manque définitivement un cerveau. Et puis bon, les vassaux en colère étaient des vassaux à qui Jude devait une faveur. Du coup, ceux-ci lui disent clairement qu'il faut qu'elle bute Balécouille, sinon il se révolte. Le truc, c'est que comme d'hab, elle a pas mis Cardan au courant du deal, donc quand elle lui dit « bon bah faut que je bute ton frère », sa réaction est, de façon compréhensible de la part d'un mec qui a déjà dit ouvertement qu'il refuse de tuer et trouve que ce n'est pas une option valable, désolé d'avoir skip ce passage dans le tome 1, non, hors de question, on ne va pas tuer ma dernière famille qui est accessoirement la seule personne au monde à m'aimer, un peu même s'il le fait d'une façon horrible. Jude a un peu de mal à tilter vu qu'on parle du frère qui le tabassait, mais d'un autre côté, Jude est un peu dans la même situation avec Madoc, son père adoptif qui, rappelons-le, a quand même buté ses vrais parents sous ses yeux. Mais enfin, même si elle avait fait le rapprochement entre leurs situations, je doute que ça allait empêcher de tuer Balécouille à la première provocation. Et bon, empoisonner Cardan, c'est une sacrée provocation. Appuyez sur F pour ne pas présenter vos respects à un enfoiré qu'il avait très clairement mérité. Je reste un peu triste pour Cardan malgré tout. D'ailleurs, en parlant de Cardan, on est dans la merde! Parce que Madoc a pris avantage du fait que Cardan était totalement désorienté à cause du poison, et a convaincu Tarim de se faire passer pour Jude, et de persuader Cardan de lui donner la moitié de son armée pour de fausses raisons. Ce qu'il a fait, puisque vaseux comme il était, il a effectivement cru que c'était Jude. Jude est avant tout choqué parce que ça signifie que Tarim n'a eu qu'à demander. Après tout, la supercherie aurait été remarquée si elle avait tenté de lui donner un ordre. Cardan n'a pas eu besoin qu'on lui donne un ordre pour faire assez confiance à Jude pour lui donner la moitié de son armée. Vous vous souvenez quand je disais que cette série n'existerait pas si Cardan n'avait pas tendance à faire un peu trop confiance à Jude? Mais du coup, ils ont la moitié de leur armée en moins et une guerre avec les fonds marins qui risque de commencer à tout moment. Heureusement, pour changer, c'est Cardan qui a un plan. Et là où on voit que ce n'est pas un plan de Jude, c'est que ce plan ne comprend ni espionnage, ni violence, ni meurtre. Non, son plan est tout simplement de ne pas être le seul à faire confiance pour une fois. Il veut que Jude lui fasse confiance également et lève son serment, avec 5 mois d'avance. En échange, il l'épousera, en apparence à 100% pour les avantages politiques, puisqu'en faisant d'elle la reine des fées, elle aura tout autant de pouvoir politique que lui, mais sans avoir à le contrôler. En gros, il veut qu'il fasse équipe, au lieu d'être forcé de s'opposer à cause du besoin de Jude d'avoir le contrôle. Et bon, depuis la dernière apparition de la liste, Jude a eu quelques nouveaux kinks à ajouter, mais le pouvoir fait définitivement partie des plus importants. Donc bien sûr qu'elle dit oui. Et comme une parole signifie tout dans le monde des fées, ils font ça là, comme ça, en quelques secondes, et sans témoin. C'est donc bien sûr environ 30 secondes plus tard que Cardan apprend, de la bouche de quelqu'un d'autre, qu'elle a tué son frère. Enfin bon, maintenant qu'il n'est plus sous le joug de quelqu'un d'autre, Cardan a le contrôle des terres de Terrafé, et met fin à la guerre avant qu'elle ne commence, en montrant sa toute puissance. Tout simplement en créant une île de nulle part. Juste parce qu'il peut. Mais bon, comme Balécouille était ambassadeur des fonds marins, la reine des fonds marins demande réparation et donc que Jude soit punie. Cardan exile donc Jude de Terrafé jusqu'à ce qu'elle soit pardonnée par la couronne. Oh, c'est intelligent ça! Comme elle est reine des fées, ça signifie qu'elle peut se pardonner elle-même dès que les négociations d'après-guerre seront terminées. Attendez, quoi? Spoilers pour le prochain tome, mais j'avoue que ça me semble évident donc je me le permets, j'avais entièrement raison. Le truc c'est qu'avec les gros soucis de confiance de Jude, elle présume toujours le pire de tout le monde et pense que Cardan l'a fait lever le serment juste pour pouvoir se venger d'elle comme ça. Ce que je trouve assez à mourir de rire parce que de ce qu'on a vu de Cardan, c'est pas trop son genre. Par contre, c'est totalement le genre de Jude. C'est ainsi que s'achève le tome 2, avec Jude dans le monde mortel, qui se plaint que Cardan a pris avantage de sa tendance à faire confiance aux autres. Ça quoi? Petite parenthèse finale pour dire que je trouve extrêmement drôle que ce livre s'appelle Le Roi Maléfique,
quand on voit que le rôle de Cardan dans ce livre aura été de faire la fête, essayer de travailler sur ses traumatismes, se faire utiliser encore et encore par Jude, et se rendre compte que ça lui plaît peut-être un peu, faire confiance sans qu'on lui fasse confiance en retour, ne pas être mis au courant de quoi que ce soit jusqu'à qu'il soit trop tard, essayer de convaincre Jude et la cour des ombres que tuer les gens n'est pas la solution, perdre sa dernière famille et immédiatement après devoir improviser un plan qui évitera une guerre, tout en permettant à Jude de rester à ses côtés grâce à une manigance dont elle aurait été tout à fait capable, mais qu'elle pense là pour la punir et non pas pour la sauver. Maléfique. Très maléfique. En tout cas, la prochaine fois, on conclura cette série avec le dernier volume de la trilogie, La Reine sans royaume.